Non. Tu sais pas ce que c'est toi? Non, je sais pas. Ah, non. Vous savez pas ce que c'est, hein? Non. Je sais pas, j'espère que ça sera pour du bien. Ça te dit rien? Toi? J'en ai entendu parler, mais je sais pas c'est quoi. Quelque chose, ouais. C'est quoi, Sur le climat. Sur le climat. Ouais, c'est ça, c'est sur le climat. Je suis désolée. Est-ce que tu crois que ça va changer quelque chose? On espère. 21, Allez. Copyright, oui, je sais un petit peu, oui. Continue, conférence copyright. climatique qui va se tenir fin novembre-décembre à Paris. Ouais, ouais, C'est ouais. quoi? Une grande mascarade ou un truc du genre. que Ah, c'est dis-nous. C'est une réunion concernant le climat, une réunion politique très importante, à laquelle je ne pense pas qu'on va régler au final Non. tous les problèmes Non. qu'on a. Non, vous m'intimidez avec le micro. Non, mais Mobiliser les pays contre le réchauffement climatique pour l'amélioration de l'environnement. Pour en décider combien de temps il nous reste à vivre en tant qu'écosystème. C'est histoire de savoir si on va encore vivre un peu ou on va tous clamser demain. avec le sourire Avec et le des sourire. grosses caisses. C'est ça. Hein Tu crois que ça Voilà. va servir à quelque chose, toi? Non. Pas vraiment. C'est bien, c'est louable de faire ça. Après, je sais pas ce que ça va donner. À court terme, rien. À long terme, peut-être. Ouais. Ça pèse sur la conscience quand même. Moi, je sais que la Chine et les États-Unis me pourchassent depuis quelques C'est années vrai. pour ça. Je pense que ce qui fait travailler le monde aujourd'hui, c'est l'argent et on délaisse complètement l'environnement, on exploite l'environnement, Non, je suis un clairement. peu pessimiste. Hein. Et s'ils sont pas convaincus tout seuls, je sais pas comment ça va être possible. Hein, mais nous, on peut quand même éviter de consommer trop de conneries. Peut-être que ça pourrait aider. Moi je pollue pas là, vous voyez, je prends le métro. C'est vrai qu'ils ont essayé de m'inviter à la COP21, j'ai refusé parce que je savais qu'il y avait des snipers, des trucs comme ça. On sait qu'on peut apporter notre contribution concernant le recyclage, concernant l'électricité, concernant notre consommation, concernant même la consommation de nourriture. Il y a 500 tonnes de gaspillage par an, par personne, je crois. Donc c'est Je énorme. lâche des grosses caisses, je dégage du méthane, moi, qu'est-ce que tu crois? Après, je sais pas, s'ils ont envie de se réunir, prendre un thé et en discuter, pourquoi pas? Tant que je continue à lâcher des caisses, il n'y a pas d'avenir pour l'homme, hein, c'est bien connu. On est arrivé à Nation. On est là pour le salaire qui sont bloqués, gelés depuis l'euro et même avant. Les retraites qui vont mal, les handicapés qui vont encore plus mal, les pauvres de plus en plus nombreux, les riches de plus en plus radins. Non, mais c'est vrai en plus, bon. L'emploi qui se dégrade aussi. Alors il faut crier salaire, emploi, retraite, tout fout le camp pour les sans-dents. On est à l'Existrans aujourd'hui, donc on est à une manifestation pour les droits des personnes transgenres et intersexuées, pour qu'on puisse avoir accès à des droits. Oui, j'ai l'impression que c'est important pour de plus en plus de monde, parce que là j'ai l'impression qu'on est aussi plus que l'année dernière. Je suis une des doyennes de cette marche, c'est très enthousiasmant, on est beaucoup plus, c'est très coloré. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on a un concours de camions aujourd'hui. C'est un peu celle qui aurait la plus grosse, donc ça me gêne un petit peu. C'est très drôle parce que le camion est trop gros pour la rue qui est en travaux, la rue est trop petite. Donc en fait, je crois qu'on va abandonner le camion et puis on va devoir faire ça avec un autre camion. C'est pour ça qu'on est du retard. Est-ce que vous vous revendiquez, je peux te demander? Revendiquer un accès plus facile au traitement et un changement d'état civil sans avoir recours à la chirurgie. Il faut être reconnu pour qu'on puisse faire nos parcours de transition sans être soumis à la psychiatrisation et à tous les contrôles, pour pouvoir faire le changement d'état civil libre et gratuit. Un changement d'état civil libre et gratuit à la fin des mutilations génitales pour les personnes intersexuées. Et voilà. Le psy, tu nous fatigues. Un homme, c'est comme ça. Une fille, c'est comme ça. Les personnes s'affirment comme hommes, comme femmes, comme non-binaires, ça existe aussi. Voilà, il y a tout un spectre de l'identité de genre. La sexualité, c'est l'orientation sexuelle, si on préfère les hommes, les femmes, les deux, aucun. Et en fait, l'un ne dépend pas de l'autre. Pas du tout. Il y a des personnes transgenres qui sont homosexuelles, bisexuelles, hétérosexuelles, asexuelles, ça existe aussi, c'est complètement indépendant. Assez de société qui opprime les trans, les queens, les pédés. Quand on fait un parcours trans, notamment masculin vers féminin, si ce n'est que pour se limiter à juste une performance physique, je vois pas trop l'intérêt si on n'amène pas un peu de soi-même. On sait à quel point
ces normes sont oppressives. Moi, mon féminin, il est un peu plus singulier et c'est ce que j'ai envie de partager avec les gens en général. Après, les gens font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Une personne transgenre ou une personne cisgenre, donc personne qui est d'accord avec son sexe assigné à la naissance, peut avoir la même sexualité en ayant une identité de genre affirmée différemment. Enfin, les gens n'acceptent pas qu'on puisse transgresser les normes de genre, etc. Si j'ai un camp à choisir, évidemment, je suis définitivement et désespérément peut-être une femme, parce que politiquement, il faut se situer. Une femme transgenre, c'est une personne qui a été assignée garçon à la naissance et qui s'affirme femme. Un homme transgenre, c'est une personne qui a été assignée fille à la naissance et qui s'affirme homme. Mais une femme transgenre est une femme au même titre qu'une femme cisgenre. Non-binaire qui réclame à avoir une case autre, case homme, femme et autre. Une revendication légitime, il y a aussi des personnes qui revendiquent à la fin de la case du genre sur l'état civil. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde parce qu'au final, qu'est-ce que ça apporte ? Dire qu'on est homme ou femme à l'état civil, qu'est-ce que ça apporte ? Il n'y a plus de discrimination au niveau du mariage, il n'y a pas de loi discriminatoire et heureusement entre les hommes, les femmes et autres. Donc pourquoi garder l'état civil ? Pourquoi garder la case du genre ou du sexe, comme on dit en France, à l'état civil ? Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Mais ça date depuis pas très longtemps sur les papiers d'identité, ça fait une vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on... C'est quoi qui a mis le M et le F sur la carte d'identité ? Avant, il n'y en avait pas. Moi, j'ai été régisseuse pendant des années. Maintenant, je suis bibliothécaire, donc je ne suis pas derrière... Je ne suis pas chargé de projet derrière un petit ordinateur, je suis devant un public en permanence. Et le public tout est toujours accepté, bien passé naturellement. Mais je crois qu'à partir du moment où on porte une certaine vérité en prenant en compte l'ignorance des autres, à un moment donné, il y a une espèce d'acceptation évidente. Simplement, il faut quand même que ça atteigne le débat démocratique parce qu'à l'heure actuelle, il y a un statu quo qui reste complètement figé. Là, ce qui compte, c'est l'amour, c'est tout. C'est rien que l'amour, voilà. L'amour n'a pas de genre, c'est vrai. Le procès récemment au tribunal de grande instance de Tours pour cette personne intersexuée qui a obtenu la non-mention du sexe à l'état civil, puisque c'est de ça dont il s'agit, le parquet a fait appel, par peur que ça lance un débat sur la reconnaissance d'un troisième genre en France. C'est absurde. Ce serait l'occasion de s'en saisir pour nos politiques, mais il y a un manque de courage politique flagrant. Moi, je me définis comme une femme, je suis une femme, peu importe comment j'ai été assignée à la naissance et peu importe ce que j'ai entre les jambes. Simplement, s'il n'y a plus de mention à l'état civil, je m'en porterai pas plus mal. Je crois que, honnêtement, tant que autant les politiques, les scientifiques et nous-mêmes, nous nous réunissions pour clarifier les choses, autant ça sera un flou total et personne vraiment dira la chose juste. L'attitude de la France depuis toutes ces années qui n'a pas fait grand-chose, plus prompte à aller vendre des armes ou des avions aux Émirats ou au Koweït que de s'occuper d'une problématique somme toute minoritaire mais qui aurait de la grandeur si ce gouvernement s'en occupait. D'abord, je suis trans. Ouais. Et deuxième, j'ai mal à l'accès aux soins, j'ai mal à l'accès au travail. Et j'en ai marre de voir la transphobie. Je peux pas m'habiller comme ça quotidiennement parce que pour chercher un travail, ce n'est pas facile et c'est justement encore un gros problème la discrimination dans le monde professionnel. Je me souviens d'un repas de famille, et ça je le dis très souvent parce que je trouve que c'est très important. On était à table, ça devait être le lundi de Pâques, un truc comme ça, et on vient discuter un petit peu de ça. Et il y avait papa, maman, qui étaient militaires tous les deux, là, vous voyez. Mais ça va, ils étaient... Ouais, oui. Et je leur ai dit, écoutez, papa voulait un garçon, maman voulait une fille, vous avez les deux à la fois, alors maintenant, on arrête. Je suis parent d'une jeune femme qui est lesbienne. Je suis contente de venir avec elle. Ça évolue, mais il y a toujours autant de trans dans la précarité. Je pense qu'une petite goutte plus une petite goutte plus une petite goutte, ça peut faire changer les choses. Qu'au niveau de l'Europe, on soit un peu plus en cohésion avec les autres pays, parce que c'est quand même un pays qui
soi-disant des droits de l'homme, mais apparemment c'est que de l'homme. Donc j'aimerais qu'il y ait des choses un petit peu qui bougent chez nous. Je suis dans l'agriculture et ça se passe très très bien. Mais je suis très contente de ce que j'ai fait. Je pensais que ça serait dur et en fait ça a été très facile. Pour l'instant, j'ai pas de problème particulier. Environ 1 an que j'ai commencé. C'est vrai, seulement? Oui, seulement. Les hormones depuis 6 mois et une opération qui viendra dans le cours du temps. Je sais grosso modo qui je suis depuis l'âge de 11-12 ans. Mais je suis rentré dans une grande période de déni. Et puis en plus, j'étais dans des conditions de famille qui n'étaient pas possibles pour le faire. Et quand ça a été possible, je l'ai fait. On en a marre de négocier, de patienter, de se faire insulter, trans et intersexuer. Donnez-nous nos papiers, on ne veut plus se faire balader. On en a marre de négocier, de patienter, de se faire insulter, trans et intersexuer. Donnez-nous nos papiers, on ne veut plus se faire balader. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des migrants en France, vous? La France est un pays d'accueil pour tout le monde. Bah oui, je suis favorable. Oui, mais pas trop. Genre combien à peu près? Je n'ai pas d'opinion. Mais moi je suis pour, bien sûr je suis pour aider les autres, il faut pas regarder que son petit nombril. Ouais, je crois qu'on peut donner un coup de main. Pas trop non plus. Franchement, il faut trop de la peine, il faut se mettre à leur place. Ouais. Effectivement, ils font de la peine, si on peut les aider, pourquoi pas. Parce que ceux qui fuient leur pays, en règle générale, pour les Syriens, c'est pas les plus fauchés. Déjà. C'est quand même des gens instruits. C'est des gens instruits, c'est des gens qui sont quand même, qui ont une certaine culture, qui ont un certain savoir. Et parce que ceux qui n'ont pas d'argent, ils viennent pas. Moi aussi, je suis un émigré. Si j'avais un choix à faire, évidemment qu'on les prend parce qu'on est humain et avant tout, c'est des gens qui quittent des situations de guerre et de conflit à travers le monde. Mais il faut savoir dans quelles conditions et ce qu'on est capable de leur offrir. Et je pense que c'est bien de les accueillir, mais en même temps, il faut leur trouver du boulot, ce qui n'est pas déjà facile chez nous. Nous, on les accueille parce que nous sommes des humains. Maintenant, le reste, les calculs, le nombre. Ça, c'est des politiques. Je pense que c'est des gens qui sont traumatisés par la guerre. Maintenant, est-ce que ce sont tous les gens qui viennent de Syrie, voilà, il se peut qu'il y ait d'autres gens. Enfin, il faut les aider en tout cas, parce qu'en fait, on peut les aider même dans leur propre pays, ça sera encore mieux. La France est un pays d'accueil. Ça a été toujours depuis la nuit des temps. Les accueillir, c'est bien, mais vu la montée du racisme en France, est-ce que ça va être bien? Mais à condition qu'ils respectent la loi de la République. Je pense qu'on est dans une période où ça va mal, donc les gens ont peur. Ils ont peur parce qu'ils se disent l'islamisation, ce sont des gens qui viennent d'un pays musulman. Et puis on fait un amalgame, tous les musulmans ne sont pas des islamistes. Voilà, et il faut un peu réfléchir à tout ça. Il y a de la misère aussi chez les Français. Tous les Français qui n'ont pas de travail, ni rien du tout. Bon, c'est aussi pénible, mais bon... Il y a peut-être quelque chose à faire, hein, mais bon, on ne doit pas avoir le bon gouvernement. Moi, je suis issue de l'immigration, donc je sais ce que c'est que d'être enfant d'immigrés. Je sais ce que c'est que l'intégration, c'est pas facile. Et pourtant, moi, je suis d'un pays européen, mes parents sont tous les deux espagnols. J'ai vécu ça il y a très longtemps, on était toujours les fils d'immigrés. Et aujourd'hui, quand je vois les gens qui vont arriver, je me dis que ça va pas être facile parce qu'ils n'arrivent pas à une bonne période. Oui, c'est vrai, ils restent pas en France, hein, ils veulent aller en Italie, ils veulent aller en Turquie, en Angleterre, ils veulent pas rester chez nous. C'est peut-être ça la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les gens restent pas? Parce qu'il n'y a peut-être pas assez de travail, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de bonnes conditions. Oui, parce qu'ils sentent qu'on ne doit pas vouloir d'eux. En Angleterre, ça veut dire que c'est mieux là-bas. Moi, en fait, je viens de la Russie. Et je voulais partir au Canada parce que c'était mieux là-bas. Moi, quand je suis arrivé en France, au début, parce que j'ai vu, on était à la rue, on n'avait pas de logement, ils ne nous acceptaient pas. On est resté 1 an à la rue. Et au bout d'un an, j'ai eu les papiers, c'est comme ça que je me suis démerdé. Avant d'arriver, je me suis dit, je vais faire un visa, je vais venir en France, j'aurai tout tranquille. Non. En France, je suis un immigré. Mais quand j'arrive dans mon pays, je suis un Français. Donc t'es jamais chez toi? Il n'y a que sur le bateau que je suis bien. Il n'y a que sur le bateau que je me sens bien. Ça devient très dur, très très dur. On n'accueille plus. Je crois qu'il faut vraiment la paix dans le monde. On est tous un peu des enfants d'immigrés, tous. La France, c'est un pays d'enfants d'immigrés. Moi,
Moi, c'est pour défendre la mémoire de mes grands-parents. Mon grand-père qui était à Paris en 1961, qui a manifesté, qui a heureusement échappé à la mort, et en mémoire de tous nos grands-pères, nos grands-mères, et surtout les enfants qui ont été jetés vivants dans la Seine par la police française à la solde de Papon. Le 17 octobre 61, ça a été aussi occulté. Hélas, hélas. Comme vous le savez, nous sommes ici le 17 octobre, en commémoration au 17 octobre 61. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, ce que je peux vous dire simplement, l'émotion qui me touche en ce moment, c'est la question simple. La vie est précieuse et rien n'est plus précieux que la vie. Pourtant, le 5 octobre 1961, le sinistre préfet Maurice Papon, préfet de police de Paris, a ordonné un couvre-feu discriminatoire contre les seuls Algériens. Les Algériens de l'époque, qu'on appelait aussi les FMA, les Français musulmans d'Algérie, ont décidé de porter haut leur dignité contre ce couvre-feu discriminatoire. C'est pourquoi nos parents ont lancé une manifestation pacifique qui partait de toute la banlieue de Paris pour monter sur Paris et s'exprimer pacifiquement. Des femmes, des hommes, des enfants sont montés de toute la banlieue de Paris. Eh bien, le préfet de Paris, ce 17 octobre 1961, a décidé de créer ce que nous appelons un crime d'État. Oui, un crime d'État. Car ce n'est pas une manifestation qui a débordé, qui a mal tourné. Non, c'est une discrimination structurelle qui vient de la colonisation. Car ce sinistre préfet, Maurice Papon, était aussi préfet à Constantine, en Algérie. Et il avait amené les pratiques de la torture ici, en France, à Paris, et les a mis en œuvre avec les supplétifs qu'il avait. Ils ont été assassinés, jetés à la Seine et torturés. Eh bien, les années ont passé et c'est un silence de chape de plomb. Et c'est grâce aux associations, aux chercheurs. Et je voudrais ici rappeler qu'il y a 2 amis qui nous ont quittés, 2 amis importants. Eh bien, il y a Mouloud Aounit qui s'est beaucoup battu pour que ce 17 octobre soit reconnu. Oui, Mouloud Aounit, notre lion national, celui qui avait une voix formidable, qui portait partout. Et il y avait aussi Jean-Luc Einaudi. Jean-Luc Einaudi, un homme important, un frère, un camarade, qui a fait un travail extraordinaire, avec notamment son livre « La bataille de Paris », et qui a fait connaître cette histoire. Eh bien, aujourd'hui, ces 2 hommes, pour nous, sont importants aussi à inscrire dans la mémoire d'aujourd'hui, dans la mémoire contemporaine de ceux qui ont lutté. Cette histoire du 17 octobre 1961 n'est pas une histoire spécifique des Algériens, c'est l'histoire de France. Et cette histoire de France, elle doit être enseignée. Et nous demandons aux autorités de l'État, les plus hautes autorités de l'État, c'est-à-dire le président de la République, et il n'est pas trop tard, à monsieur François Hollande, s'il nous écoute, de reconnaître solennellement et de nommer clairement ce crime d'État pour que nous puissions construire l'avenir de la France, l'avenir de l'ensemble des enfants de la France, l'avenir entre les 2 peuples de la Méditerranée, l'avenir entre tous les citoyens
pour construire un avenir ensemble, un avenir de fraternité, un avenir d'égalité, un avenir de justice. Et je vous remercie. Je m'exprime aujourd'hui non pas seulement en mon nom et au nom de l'association que j'ai présidée, mais également au nom de l'association Au nom de la mémoire, c'est le cas de le dire, de Samia Messaoudi et de Mehdi Lalaoui, qui sont absents non pas parce qu'ils déserteraient si peu que ce soit ce combat essentiel qu'ils ont mené depuis 1991, mais parce qu'ils ont été appelés à animer des débats, des conférences, et cela témoigne, depuis 1991 notamment, du fait que ce combat pour la reconnaissance est un combat qui n'est plus seulement parisien, c'est un combat qui a gagné des points, pour le dire en ces termes, qui a obtenu des avancées dans un certain nombre de mairies, à Paris bien sûr, de la banlieue parisienne, en région comme on dit, y compris à Givors, où un square du 17 octobre 1961 a été inauguré il y a de cela quelques années. Ceci ne fait que souligner, comme cela a été dit par Mohamed Kaki, le décalage qui existe entre la mobilisation d'un certain nombre de maires, la mobilisation d'un certain nombre d'élus et la pusillanimité qui est toujours celle du chef de l'État. Et faut-il ajouter celle de la majorité de gauche à l'Assemblée nationale aujourd'hui encore. J'étais ce matin à Bagnolet pour rappeler effectivement ce qui a été perpétré le 17 octobre 1961. La particularité de la plaque qui a été apposée à Bagnolet réside en ceci. Il est parlé de massacre. Les auteurs de ce massacre sont désignés. Il s'agit des policiers. Et les responsables policiers, politiques de ce massacre, le responsable est nommé Escalité Maurice Papon. Il faudra ajouter, bien sûr, que compte tenu de ce qu'était le fonctionnement de la Ve République à l'époque, des circonstances qui étaient celles de l'Algérie française et de la métropole, que Maurice Papon n'a évidemment pas agi seul. Il a agi avec l'aval de son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur Roger Frey, sous l'autorité générale du Premier ministre Michel Debré, et faut-il le rappeler, sous l'autorité générale du président de la République, le général de Gaulle, qui aurait dit à propos des massacres d'octobre 61, regrettable mais secondaire. Ce n'est ni regrettable ni secondaire, c'est absolument essentiel. Et il est donc essentiel de rappeler aussi aujourd'hui donc que nous sommes ici non pas pour rappeler des événements que tout un chacun connaît, mais pour exiger une fois encore, inlassablement, qu'effectivement les plus hautes autorités de l'État reconnaissent ce qui a été perpétré, et nous ne pouvons pas nous contenter du communiqué effectivement laconique de François Hollande le 17 octobre 2012. Laconique, il est condamnable pas simplement parce qu'il est laconique, mais parce qu'il est terriblement euphémisé, que le crime n'est pas nommé, que ses responsables ne sont pas désignés et que l'État enfin n'est pas lui-même désigné. Enfin, il faut préciser ceci, ça fait partie des revendications du collectif. Pour écrire l'histoire et l'écrire complètement, il faut pouvoir accéder aux archives et à toutes les archives. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons nous adresser qu'au ministre de la Culture. Et là encore, la majorité parlementaire, pour qu'elle prenne une initiative et révise l'une des législations relativement à l'accès aux archives, qui est l'une des plus restrictives. Enfin, il ne faut pas simplement accéder aux archives pour écrire toute l'histoire. Il faut également que cette histoire soit transmise. Et pour qu'elle soit transmise, il ne faut pas seulement qu'elle soit dans les manuels scolaires, il faut qu'elle soit dans les programmes scolaires et il faut que cette histoire soit enseignée. Et il est certain que pour qu'elle le soit dans tous les collèges et les lycées, il est clair qu'une déclaration du chef de l'État, Escalité, reconnaissant effectivement ce qui a été perpétré, serait assurément un signal fort, comme on dit aujourd'hui, et un élément absolument essentiel de cet enseignement. Je vous remercie. Merci Olivier. Il y a 54 ans, un crime a été commis, ici même, sur ce pont Saint-Michel, où des hommes ont été précipités au-delà du parapet, dans la Seine, et des coups de matraque leur ont été assénés jusqu'à ce qu'ils y tombent et qu'ils s'y noient. Il pleuvait il y a 54 ans, davantage encore qu'aujourd'hui. Les pavés de Paris étaient mouillés, et ils ont été mouillés non seulement par l'eau de pluie, mais aussi par le sang de ces Algériens. Peuple français, tu as tout vu. Oui, tu as tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police
assommer les manifestants et les jeter dans la Seine rougissante, n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la Commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Les responsables doivent être connus, désignés, au-delà de ce préfet de police dont on sait bien le rôle, mais qui obéissait à un Premier ministre, qui obéissait à un ministre de l'Intérieur et dont les actes ont été couverts par le président de la République, le général de Gaulle. Fatima Bennard est une jeune collégienne. Elle avait juste 15 ans. Elle s'est jointe à la manifestation, bien qu'on lui avait dit qu'elle aurait couru un danger. Elle tenait à le faire. Elle adhérait à la cause de l'indépendance de l'Algérie pour des raisons de dignité. Et c'est une victime symbolique importante qui a été justement honorée ce matin par la ville de Saint-Denis qui, à côté de la gare, a donné à un nouveau square le nom de Fatima Bennard. Elle souriait à ses 15 ans. Fatima Bennard, la collégienne. Ils ont noyé tous ces printemps au canal Saint-Denis, l'Algérienne. Et toute sa famille la pleure, ainsi que ses camarades de classe, quand le canal berce ses fleurs. 17 octobre 61, dans la pénombre de leur chemin. 17 octobre 61, je compte pas les nombres, on s'en souvient. Je voudrais aussi terminer en évoquant ces Français qui, à l'époque, avaient soutenu le combat des Algériens pour leur indépendance et pour leur dignité. Et parmi eux, il y a un photographe, Élie Kagan, qui a parcouru Paris, le métro, les grands boulevards, Nanterre, pour prendre des photos et témoigner. Et s'il l'a fait, c'est en mémoire d'autres pages sombres de l'histoire française. Appartenant à une famille qui avait dû souffrir des rafles et des persécutions contre les Juifs pendant l'occupation, il a aussi écrit quelques lignes que je voudrais vous lire et c'est par cela que je terminerai. Il a fait le lien entre cet événement qui s'est produit 20 ans plus tôt et le 17 octobre 61. Octobre 61, juillet 1942, métro, wagon bondé, Français nés contre vitre, indifférents, on tire, on tue et puis on efface vite. Et moi seul, tout seul, avec ma peur au ventre, qui fait mon métier d'homme et fixe pour toujours le crime, l'assassinat, la mort des innocents, en espérant naïf que peut-être les images réveilleront les autres. Et il ne savait pas quand il a écrit ça que 20 ans plus tard, on allait trouver des documents qui montraient la responsabilité de Papon dans la déportation des Juifs du département de la Gironde. Merci. Merci. Je suis encore vivant parce que j'ai participé au 17 octobre et je suis un des rescapés. Et on continue aujourd'hui, personnellement, d'ailleurs je prends rarement la parole, c'est rarement que je prends, et je considère qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens du 17 octobre qui sont encore vivants et il est important de transmettre cette mémoire à la jeunesse d'aujourd'hui des deux rives. 17 octobre 61, ils étaient sobres, ils se tenaient bien. 17 octobre 61, une journée sombre qui noie les miens. Le pont de la Seine s'en souvient. De tous ces matraqueurs inhumains, de tous ces bourreaux sans foi ni âme, versant du sang sur le macadam. Quant à nos aïeux, chers à canon, sont tous enterrés à Verdun. Baraquement son cabanon,
Ils ont noyé nos citoyens au reflet du soleil qui passe. L'héritier des enfumades a proclamé les ratonnades au métro des charognades. Mortuaire, panier, salade, mortuaire, sévices, noyade. Alors ceux qui veulent ces poèmes, j'ai quelques cartes de visite. Nous allons toutes et tous ensemble lancer ces fleurs au nom de la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus et qui ont résisté à la colonisation et qui se sont battus pour la dignité, pour la liberté et l'indépendance de leur pays et de leur peuple. Merci. Il faut quand même que le peuple algérien se réapproprie sa dignité et sa fierté. Parce que ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est important de conserver la mémoire d'événements qui se sont passés il y a maintenant presque 40 ans. Il n'y a pas que cet événement-là qui est tu dans les manuels scolaires et on ne peut que regretter. Sharon, c'est pas non plus dans les manuels scolaires. On a fait la guerre d'Algérie et on n'est pas fiers de l'avoir fait. On essaie maintenant de réparer un peu. On est des anciens et on reverse intégralement notre pension d'anciens combattants à l'association, la 4ACG. Il y a un site internet et la 4ACG, avec l'argent récupéré, on finance des projets en Algérie. On est en lien avec un certain nombre d'associations. Ce dont a été coupable la France à ce moment-là, le 17 octobre 61, est quand même assez lamentable. Donc c'est bien que des Français soient là pour essayer peut-être un petit peu de rattraper ce qui a été fait à ce moment-là. Donc la COP21, je suis pas contre. Déjà, pourquoi 21? Et qui sait, c'est parti. C'est juste des partisans qui font tout. Bon, j'ai déjà dit. Ok. Après, comment on peut faire pour que ce soit un peu moins clownesque, j'allais dire? Non, pas vraiment. Enfin bon, après, pour moi, c'est facile, je fais ça. Et pour que ce soit moins juste une grosse réunion où donc les partis en question, c'est des États, des chefs d'État, des multinationales, des ONG. Il faut bien observer ce qui va se passer. En effet, on va nous dire que le nucléaire, ça ne pollue pas, parce que tout de même, ça fait beaucoup moins de déchets carbone, a priori. C'est vrai que la vapeur avec la radiation dedans, c'est un peu moins dangereux, a priori. Mais néanmoins, on se rend compte qu'en effet, les autres solutions seraient, nous dit-on, le charbon, oh là là, c'est gravement crade, c'est vrai. Le solaire, oh là là, c'est très polluant et on ne sait toujours pas quoi en faire. Oui, comme du nucléaire. Et même dans le nucléaire, ils vont nous arguer qu'avec les EPR, les ITR, c'est des trucs pour recycler les déchets nucléaires. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Mais ces déchets radioactifs, s'ils sont radioactifs, faut en profiter pour utiliser leur radioactivité et faire encore de l'électricité. C'est là toute la problématique, n'est-ce pas, de la conférence climatique. De nouveau, on se rassemble. On se rassemble parce que c'est pas seulement la journée européenne contre les expulsions, c'est la journée mondiale des habitants. Ça veut dire que dans tous les pays du monde aujourd'hui, il va y avoir des manifestations, des regroupements, des actions, etc. Nous, on s'est attachés évidemment depuis 2 ans, on construit patiemment une coalition européenne pour le droit au logement et à la ville. C'est pas seulement en France que les décisions se prennent, on le sait aujourd'hui, mais c'est aussi au niveau du Parlement et des commissions européennes qui décident effectivement de la politique du logement et de l'habitat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, ce qui décide aujourd'hui, c'est que les deniers publics, ce qui doit être utilisé pour le logement, ne peut être plus qu'attribué pour loger ce qu'on appelle les plus pauvres, ceux qui n'ont plus accès au logement. Et nous, on dit, non, c'est pas comme ça. C'est un droit fondamental, c'est un droit légitime, c'est un droit qui doit être effectivement respecté selon les signatures internationales, y compris de l'État français, du droit au logement pour tous et pour toutes. Et en conséquence, il ne s'agit pas de diviser les classes sociales, il s'agit de satisfaire les besoins de logement et d'habitat pour l'ensemble des membres de quel que soit l'endroit où ils se situent, sur le territoire ou ailleurs que sur le territoire. Du jour au lendemain, on a dit vous n'avez plus le droit de reloger les gens à partir de tel taux. Maintenant, vous virez ou vous achetez. Et aujourd'hui, ils ont non seulement viré toute une partie des gens du parc social, mais en plus, c'est bien pire, du parc public, mais bien pire, ils ont systématiquement évacué
tous les squats, tous les lieux culturels, tout ce qui fait notre société, le bien commun, le bien social dans la ville. Quand on est au Portugal, ils en sont à vendre. Même les places publiques, comme la place de la République, on la vend pour en faire des lieux de marché, des lieux où effectivement on fait des cafés branchés, où on fait etc. pour les touristes. Et on vire effectivement les lieux de rassemblement, les lieux du lien social, le lieu où on échange, le lieu où on a besoin de se rencontrer pour débattre. Et des lieux de démocratie. Aujourd'hui, même ça, c'est vendu. Je vous parlerai même pas de la Grèce. La Grèce où n'importe quoi peut être vendu. Parce qu'effectivement, ils ont soi-disant une dette, la dette ignoble, la dette honteuse, celle on va obliger aujourd'hui le peuple grec à vendre ses places, ses musées, tout. Il n'y aura plus rien qui va leur appartenir. Le prétexte, c'est qu'il faut rembourser les banques qui ont, d'une manière honteuse, liquidé l'économie grecque. Il faut dire qu'il y a notre colère, et notre colère, elle est collective. Et on ne laissera pas la Commission européenne, et on ne laissera pas non plus le Parlement européen de décider effectivement que les classes populaires, les classes sociales auxquelles on appartient, soient retirées, soient éjectées de la ville au profit que des spéculateurs et des financeurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Annie. Merci Annie. Bravo. Qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Et pour qui? Tu sais, c'est déjà fait sur tout le sud. À Nice, à Cannes et autres, tu as des arcades qui sont déjà plus publiques. Où effectivement, pour circuler, les commerçants ont acheté, y compris la rue. Tu vois? Eh bien oui, nous sommes d'ailleurs maintenant à quelques jours, quelques semaines de ce qui pourrait être un soulagement, c'est la trêve hivernale. Hein, et la trêve hivernale qui depuis quelques années n'est même plus respectée, hein, puisque chaque fois il y a des expulsions, y compris pour les prêteurs d'allô. Les prêteurs d'allô qui doivent être protégés par une circulaire. Eh bien, cette circulaire, depuis l'an passé, ne sert plus à rien. Les préfets, les policiers, ils font leur sale boulot. Et ce sont les expulsions qui reprennent à toute vitesse. On se retrouve toujours plus à la rue. Et c'est la rue, ce n'est pas seulement en hiver, ce n'est pas le froid qui tue, c'est la rue. Le gouvernement a essayé de minorer, de démolir, de réduire à néant, de laisser que des lambeaux de la loi Allure, de la réglementation qui permet de bloquer les congés, qui dit que les loyers de logements indécents ne doivent pas donner lieu à expulsion automatique. Tout ça, personne n'entend parler parce que le gouvernement a fait comme si la loi ne s'appliquerait pas avant des années et des années d'après eux. Et la Cour de cassation a donné une grande baffe dans la gueule à Valls-Épinel. Tous les jugements actuellement qui sont la base des menaces d'expulsion en secteur privé, pour 85% d'entre eux sont illégaux, n'ont pas de base légale, parce que les juges n'ont pas pu, n'ont pas su, n'ont pas voulu, dans certains cas, appliquer le texte de la loi, et que le droit de recours doit être reconnu en France, il est constitutionnel, et que donc, il n'y a aucune raison qu'une expulsion ait lieu sur la base d'un jugement provisoire, alors qu'une expulsion est toujours une ruine définitive pour la famille. Et donc nous refusons qu'on viole la loi Allure dans toutes les procédures d'expulsion et qu'on n'en dise pas un mot. Nous refusons qu'il y ait des mises à la rue, alors que la loi Allure les interdit, alors qu'elles ont été l'engagement, le seul, je dirais, sur le logement et l'expulsion de François Hollande, pas d'expulsion de prioritaire d'allô. Cette semaine, à Paris, on en comptabilise 6 qui se rajoutent aux autres, qui sont déjà plusieurs centaines repérés au comité de suivi qui a dénoncé 284 expulsions. Lundi dernier, le compte n'y est déjà plus. Chaque jour, de nouvelles expulsions. Et cela, c'est pas acceptable dans nos quartiers. Il faut qu'on soit organisé et qu'on soit capable de ne pas laisser tomber, de ne pas lâcher la main de ceux qui veulent et qui ont besoin de se battre et qui le feront de manière solidaire. Pas d'expulsion sans relogement. 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 Bravo, merci. Bravo. C'est quoi les zones internationales?
C'est quoi les lieux publics et les biens communs? C'est l'endroit où on vit d'une manière collective, commune et qui nous appartient. C'est la place, c'est des lieux autogérés, c'est des centres sociaux où on peut se rencontrer. Tout ça, ils veulent le faire disparaître. Ça a commencé par les parkings privés, puis après, etc. Mais tout ça, c'est de l'espace qui nous appartient. C'est de l'espace de la ville. Il suffit d'aller à Cannes, il suffit d'aller sur la place de Lisbonne, il suffit d'aller se promener dans n'importe quelle capitale européenne. Aujourd'hui, tu as des espaces publics qui ont été vendus pour réduire la dette au nom du paiement de la crise de l'austérité. Je pense que ça va aller plus loin. Je pense que les parcs régionaux aujourd'hui, si ça continue comme ça, dans 10 ans, tu as la barrière, tu fais comme les parcs à l'américaine, tu payes pour aller te promener dans le parc de la Vanoise ou au parc de la Chartreuse ou pour aller te promener. Regarde bien ce qui s'est passé à Marseille avec les criques autour de Marseille. Et bien déjà aujourd'hui, tu as des limitations et déjà aujourd'hui, on a une privatisation rampante qui est en train de se mettre en place. Où on lâche rien, si on lâche, c'est foutu. Hein? Donc l'optimisme, c'est la lutte. Lâche rien, on lâche rien. On lâche rien. On lâche. Je reste, je ne partirai pas et je suis. Je reste, je ne partirai pas et je suis. Je reste, je ne partirai pas. Nous sommes heureux d'être avec là les camarades du DAL qui sont sous leur tente depuis des semaines et qui se battent aussi pour leurs droits. Rejoignons-nous, ils construisent des murs, nous construisons des ponts. Ils construisent des murs, nous construisons des ponts. Et pas de peuple entre les murs, et pas de murs entre les peuples. Et que vive notre lutte, notre combat pour l'égalité des droits, ensemble, unitaires, au coude à coude, au cœur à cœur. Solidarité, palestiniens, sans papier, menacés, solidarité, palestiniens, sans papier, et mal logés. Solidarité, palestiniens, sans papier, mal logés. Solidarité, palestiniens, sans papier. C'était quoi les jeux de ton enfance à toi? Quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Les Lego et les Playmobil. Il n'y avait pas beaucoup de jeux. Le Tour de France. C'était les machins en bois, les cubes qu'on tournait. GTA 5, enfin les trucs dans le genre. Ping-pong. Playmobil, Action Man, Bionicle. Lego. Tout petit ou ouais, Adibou, Mario, trucs comme ça. Avec des perles, je jouais beaucoup avec des perles. C'est vrai. Des petites perles de couleur, je les mettais dans des pots et tout, j'étais contente. Au Milborn, hein. Moi, je jouais à Barbie. Cluedo. Ah, Cluedo. Enfin, c'est rarement quoi, quand il pleut ou des trucs comme ça. Oui, le théâtre. Ah, petite déjà. Petite déjà. Au Barbie, comme tous les enfants. Eh ben, je vais vous dire, j'aimais bien écrire à la craie par terre, plein de dessins, on était tout un tas d'enfants et on s'amusait super comme ça, voilà. Ça dépend plutôt sur portable. Sur PS4. Oh, Osselet là, les Osselet, voilà, c'était mon enfance. C'est pas la console et tout ça. Avec les copains et tout, c'était formidable. Puis j'étais fille unique, donc je jouais tout le temps toute seule en plus. Puis les jeux, même avec les filles. On se servait encore de nos mains à cette époque-là. Ouais. T'as vu les jeunes aujourd'hui? Ouais, ils servent même plus de leur bite. C'était physique, c'était beaucoup plus tactile, beaucoup plus créatif en fait. On avait une action créative et pas simplement passive sur les jeux vidéo qu'on utilise aujourd'hui, c'est ça? C'est la société qui fait ça et les changements, enfin l'évolution. Bah, bien sûr. C'est plus la même époque, hein, c'est plus le même. Mais si tu trouves pas que c'est pas la même génération. Quand je vois mes élèves qui sont tout le temps sur Candy Crush, vraiment je me dis ah mais les garçons faites autre chose quoi. Bah, je vois les petits-enfants qui font certains jeux maintenant, tout à fait différents. Je suis prof, ouais. T'es prof, alors c'est encore pire. Quand tu me donnes des devoirs, on va chercher souvent sur Internet. Mais oui, horrible, ça me rend folle, mais c'est zéro. Tu t'en rends compte toi? Ah mais bien sûr, c'est cramé à mort. Ah mais on le voit tout de suite quand c'est pas de l'élève. Ah ouais, non, vraiment, moi je suis prof de philo et quand ils ont pompé leur disserte, ça se voit, mais vraiment. Je vois mon petit frère qui a 18 ans. Lui, c'est un geek total et c'est quelqu'un de très timide. Par contre, avec les jeux, il s'est fait des amis qui habitent plus loin et il les rencontre que maintenant. C'est trop facile de dire c'était mieux avant, les jeunes de nos jours, c'est pas bien, mais quand même. Ouais, un petit peu quand même. Parce qu'ils aiment bien aussi jouer aux jeux de société.
Il suffit de trouver du monde pour jouer avec soi. Mais vous savez qu'il y a des cafés maintenant qui font jeux de société et qui se développent. Il faut aller dans les cafés jouer aux jeux de société. Bon, j'aimais bien les jeux, oui. Oui, j'aimais bien. Oui, un peu de nostalgie peut-être. Mais bon, ça va si vite maintenant. Je crois que tout le monde le sera et les jeunes d'aujourd'hui seront nostalgiques d'aujourd'hui. L'horreur arrive. C'est un peu l'expression Libre. pour dire quoi en gros? Ce rassemblement, C'est pas demander à lui plutôt. Non, toi. Pour moi. Je peux te le dire et tu répètes s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Hein? Ouais. C'est pour se réapproprier la rue. C'est pour se réapproprier la rue. Pour dire que la rue est à nous. Pour dire que la rue est à nous. Voilà. Et puis pour dire qu'on est tous citoyens du monde et qu'on veut une égalité pour tous. Et nous sommes tous citoyens du monde et on veut une égalité pour tous. Merci beaucoup. Ce qui s'appelle un interview truqué en fait. Mais c'est bien parce que nous à Télé Vocale c'est une télé libre aussi, tu comprends? Pardon, répétez la question, c'est pour dire quoi? Rue libre, c'est pour dire quoi? C'est pour dire l'art dans l'espace public. Voilà, mais encore. Liberté de création, de diffusion, d'expression, de rencontre dans l'espace public. Car l'espace public est commun et on a à lutter vraiment pour le bien commun qui est l'eau, l'électricité, ce qu'on a, et aussi l'espace public. Bonjour, merci Télé Vocale qui est avec nous. Vous chantez Télé Vocale, vous allez bien? Merci beaucoup. Ça va Pascal? Ouais, ça va bien. Je suis content que tu sois venu, Richard. Merci beaucoup. On resserre libre, on resserre libre. On resserre libre. On déplace à gauche. Déplace à gauche. À gauche. À leur droite, à leur droite, à leur droite. Répétez s'il te plaît, il faut que j'étudie par cœur encore. Rue libre, c'est quoi à ton avis? Ça sert à quoi? Pour que la rue elle soit libre. Ah, c'est bien. Rue libre, ça sert à plein de choses, ça sert à parler des arts de la rue. D'avoir plus d'espace, plus de budget, un tas de choses pour les arts de la rue. Les arts de la rue ont une belle place dans l'espace public et que les arts c'est important. On est libre de circuler, d'aller jouer où on veut et de revendiquer notre art là, ici, là où les autres sont. Rue libre, ça veut dire que la rue est à tout le monde. Ça veut dire que l'espace public c'est l'endroit qui nous rassemble tous et qu'un espace public mort, c'est un espace public de dictature et on est là pour l'animer. Coca-Cola, ils veulent aussi. Ils ont racheté des parts de publicité pour que TF1 fasse de la merde et que les spectateurs soient disponibles pour les publicités. Oh, tu vas être bonne, dans 3 heures je reviens, t'es top. Non, je top modèle. Ah, t'es top modèle? Oui. Dans 3 heures, t'es top modèle. Top modèle dans 3 jours. Oh, bravo. Il y a déjà beaucoup d'endroits finalement qui sont privatisés aujourd'hui, des bouts entiers de villes. On a vu récemment des enquêtes qui montraient que Ikea, ça ne l'intéressait plus de faire du meuble, Auchan, ça ne l'intéressait plus de faire de la grande distribution. Aujourd'hui, ce que ces gens veulent, c'est des bouts de villes à privatiser. Que l'espace public est à nous. C'est vrai. Il y a les difficultés des aides de l'État, qui ne sont pas là. Et puis parfois il y a la police qui nous embête. Nous, ce qu'on fait au quotidien, en étant dans la rue avec nos expressions artistiques, c'est de montrer qu'il y a d'autres choses possibles que ça justement. Il faut lutter contre la consommation en général. C'est vrai. C'est ça le truc. Maintenant nous allons Faut continuer à aller dans l'espace public, même si il y a des pressions de tous les côtés pour ne plus aller dans la rue, parce que c'est important de montrer que la rue et l'espace public sont à tout le monde et que chacun peut s'y exprimer et que c'est un lieu de partage. Continuons à investir la rue pour montrer que c'est possible et que tout le monde peut y aller et qu'on a encore envie. Pour la culture. Pas d'austérité.
Nous sommes au mur de la paix le 25 octobre 2015 et donc mon ami Jean-Baptiste Voltuan, le poète, a pris l'initiative sur les réseaux sociaux, sur Facebook, d'appeler un hommage non violent à Rémi Fraisse, le militant assassiné exactement l'an dernier. Parce que ça fait 1 an qu'il y a un de nos frères qui est mort, on va dire, pas inutilement, quoi, parce que sa mort n'est pas inutile, mais il a été assassiné par un État totalitaire. Un policier l'a tué. On reste pas silencieux, qu'on pense encore à Rémi et voilà, c'est un élan de solidarité aussi pour tous ceux qui sont agressés et qui risquent d'être agressés plus tard. On est là aussi pour demander la paix climatique, la paix humaine. Et c'est ce pourquoi se battait Rémi Fraisse et je pense qu'il serait content de voir qu'on est tous là aujourd'hui pour la paix, par la paix et encore et toujours pour la paix. Ce monsieur disait que c'était vraiment à l'image du monde d'aujourd'hui et que le fait de laisser dans cet état-là, c'est qu'on laissait les choses dans cet état-là, qu'on donnait la priorité à ceux qui vandalisent et qu'on admet le fait de vandaliser et qu'on laisse dans cet état-là. Oui, parce que ce mur, il est gris. Il est gris, il est austère, très austère aussi. Et je pense qu'il faudrait un peu colorer tout ça. Et il arrive ce qu'il arrive, l'horreur, parce que les forces de l'ordre sont plus puissantes et on reçoit des ordres de réprimer. Et puis est arrivée la tragédie horrible de la mort de Rémi, avant celle de Vital Michalon. On est là pour dire stop, non, ça ne peut pas durer, quoi. Et le gouvernement ne peut pas être exonéré d'attendre encore une victime pour réagir. Donc il est temps que ces armes dites non létales, qui sont en fait létales, qui blessent, qui vont perdre des yeux, on l'a vu avec les flashballs, doivent être interdites non seulement en France, mais au niveau européen. Ils nous tuent chaque fois les écolos, c'est ceux qui payent le plus lourd tribut, avec les jeunes des banlieues. Je crois que c'est leur cible préférée. Le problème malheureusement reste le même, c'est-à-dire qu'on a une ministre de l'Environnement qui est toujours sur un projet de barrage. Il y a, à part heureusement quelques militants qui ont installé un monument en hommage à Rémi, l'État lui-même n'a pas fait toujours d'enquête sérieuse sur les circonstances de ce que je peux appeler son assassinat. L'occupation de Sivens était pacifiste et non violente. La violence est arrivée avec les forces policières qui sont arrivées avec des armes de guerre, qui ne sont pas des armes de désencerclement. Eux, ils ont le droit de faire tout. Ils cassent, ils détruisent tout le domaine public, c'est pas grave. Mais les écologistes, qui eux sont des gens vraiment sincères, des gens qui pensent à l'avenir, qui n'ont ils ne tirent aucun profit, bien au contraire. C'est des luttes difficiles, on sait que c'est des luttes qui sont bien souvent perdues contre la marchandisation. Le préfet, qui est une personne nommée par le président de la République et donc qui n'est pas un élu, impose sa dictature sur place en interdisant l'hommage aujourd'hui. Il permet à la famille d'aller sur les lieux, mais du genre très discrètement. Activiste ne veut pas dire terroriste. Les terroristes, on sait où ils sont à l'État, que ce soit en France, que ce soit n'importe où. Comme en France, on a la plus grande vente d'armes qui s'appelle l'Eurosatori, qui se passe tous les 2 ans. Voilà où se trouvent les terroristes. Et cela sous le gouvernement français. Donc les Français doivent se réveiller, ne plus aller voter et les sortir. Il faut sortir dans la rue. La non-violence est une arme aussi. Si nous sommes 7 millions à bloquer l'Elysée, eh ben monsieur le roi là-haut qui pourra au moins se mettre à même niveau que le reste des Français qu'il est en train de tuer. C'est vrai que le pacifisme, on voit les résultats, c'est flagrant. Il va y avoir des chemises arrachées, il faut arrêter. On n'est plus en République, on est dans un système de type dictatorial fasciste et il faut bien le dire à Monsieur Valls, ça n'aura qu'un temps, les non-violents sont là et c'est par la non-violence et la démocratie qu'on vous foutra dehors. On ne peut pas dire que nous sommes dans un état de droit, là nous sommes carrément dirigés par des nazis, Dictatorial fasciste. Nous avons des terroristes connus comme M. Fabius avec l'histoire du sang contaminé qui est au gouvernement français. Lui est un vrai terroriste. On est en train de faire des dérogations pour massacrer une race de grenouilles. Tout ça pour faire une usine une décharge d'enfouissement de déchets dans la forêt de Brocéliande. On accueille la conférence climat dans quelques dizaines de jours et on va avoir besoin de se tenir chaud. Voilà, donc.
Une minute d'applaudissements si vous voulez bien. La COP21, c'est comme le G8, c'est la même chose, ce sont les mêmes. Ce sont des gens, des pantins qui sont dans les gouvernements, que ce soit M. Obama, que ce soit M. Hollande, que ce soit Mme Merkel, ces gens-là travaillent pour des grosses sociétés. La seule chose dont on pourra se rappeler, sans dire les noms, c'est qu'ils auront gâché et pourri la Terre, la planète. Mais eux, en tant qu'êtres humains, ils sont tellement malsains, ils sont tellement misérables et minables qu'ils ne laisseront aucune trace. Et ça, il faudrait qu'ils en prennent conscience quand même. Je vais te demander qu'est-ce que tu détestes le plus chez l'homme en général. Infidélité. Voilà. Pour les femmes, c'est dur. Je n'ai pas vu. L'infidélité. C'est vrai. Ouais. Il y en avait beaucoup qui sont quand même égocentriques. Leur défaut de communication de leurs émotions. Et ça me gonfle. La femme en général pose beaucoup trop de questions. L'égoïsme. Michetonneuse. Le plus apparent, ça veut dire quoi, michetonneuse? Ça veut dire qu'elles aiment trop l'argent. Leur hypocrisie. Elles sont sournoises et hypocrites. Elles sont pas franches du collier. Mais c'est vrai qu'ils sont relativement lâches. Qu'est-ce que je déteste de l'homme en général? Qui ne peut pas s'organiser. Il doit attendre toute la fois qu'une femme dit lui on fait ça, C'est vrai. Ils deviennent radins. Au début, ils te font des cadeaux, c'est ça? Et après, ça finit. Yeah, they always want money from me. Ah oui, jaloux. Ça, c'est chiant. Ah, la jalousie, ça bousille l'amour. Ah, ça bousille tout. Quel est le plus gros défaut que vous trouvez chez l'homme? Qu'il soit un homme, je suis lesbienne. En général, j'aime pas les hommes. Surtout pas dans mon lit. Mais heureusement pour nous, vous n'êtes pas pareil, parce que c'est pas la peine, sinon on choisirait une femme, comme beaucoup d'ailleurs le font maintenant. Alors quel est le plus gros défaut que vous trouvez chez les femmes du coup? Je sais pas. Elles n'en ont pas, elles sont parfaites. Je me rends compte que surtout que les femmes ont pris un pouvoir peut-être un petit peu trop important. Je me suis mariée, je suis très heureuse et mon épouse aussi. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce qu'on est heureuse. Il me dit qu'avant, j'étais pas moi, j'étais pas à ma place. Je suis très féministe, mais il y a un moment où pour moi l'égalité, c'est pas la supériorité de l'un par rapport à l'autre. Vaut mieux avoir un bon copain qu'une jolie femme. L'amitié, à mon avis, est plus importante que l'amour. On va tout déchirer pour notre dignité. On est à Barbès et c'est une marche pour la dignité. Allez, on va marcher, on va tout déchirer pour notre dignité. Jusqu'au bout. On est là contre le racisme d'État, on est là contre les crimes policiers, on est là pour vivre dignement dans notre pays, la France. Non, ça fait longtemps que ça mûrit. Les actes de la race blanche, tous les petites phrases, et tout, ça commence à bien faire. Donc halte à la discrimination, halte au racisme. Plus de justice et éradiquons les inégalités. Je suis là pour déclarer mon indépendance par rapport à un État qui laisse faire le racisme et les crimes policiers. Pour marcher contre la violence policière, contre le racisme, contre la précarisation, l'inégalité et l'exploitation. Il faut clamer notre dignité. On l'a toujours eue, elle est là et on la clame aujourd'hui. C'est une manifestation faite pour les premiers concernés, par les premiers concernés. Dénoncer le racisme d'État et de la société. Pas de champ de filles voilées, pas de justice, pas de justice, pas de paix, brutalité policière, pas de justice, pas de paix, agression de filles voilées, pas de justice, pas de paix. Eric Garner, c'est un jeune homme qui a été étranglé à New York par la police. Là pour gagner la paix par la dignité. Ça fait 30 ans, j'étais déjà à la première marche. J'avais dit que je ne marcherais plus, mais il faut le refaire. J'avais 20 ans. Aujourd'hui, je suis grand-mère et je remets ça. Et j'avais dit que je ne marcherai plus. Pas de justice, pas de paix. Tant qu'on est dans la lutte, c'est qu'on y croit encore. Il reste l'espoir. Malheureusement, il y a 30 ans, c'était que l'immigration maghrébine. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Il y a tout le monde. Voilà. Moi, en fait, je suis la petite sœur d'un jeune homme qui a été tué en 1981, qui s'appelle Zahir Boudjelal. Et après 30 ans, on se retrouve encore à marcher. À l'époque, j'avais 6 ans, aujourd'hui, j'en ai 41. Voilà. Pour nous-mêmes, on a trouvé la paix de l'âme, heureusement. C'est ce qui nous permet d'avancer. Mais l'absence d'espoir chez les jeunes fait terriblement peur. On est dans un pays où la crise n'a pas arrêté de s'amplifier. Et en réalité, c'est ça d'abord et avant tout
c'est-à-dire le chômage qui est un véritable cancer dans les banlieues, dans les cités populaires, qui est la responsabilité d'un pays qui ne propose que des mots vides de sens à beaucoup de jeunes. On nous avait dit, faites des études et vous irez de l'avant et vous aurez votre place. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien sûr, il faut continuer à défendre la République, mais quand la République n'est pas capable de proposer un emploi, quand la République n'est pas capable de proposer l'égalité des droits, eh bien dès lors, cela devient un mot vide de sens et les jeunes en question peuvent prendre d'autres types de modèles. J'espère aussi ne pas défiler pour mes petits-enfants. Oh merde. C'est simplement la chose la plus importante que je puisse faire en ce moment. J'ai 44 ans et j'ai toujours connu ces combats pour une égalité un peu partout, surtout dans tout le territoire. J'ai personnellement toujours plus ou moins eu une conscience de gauche et j'ai voté à gauche. Et c'est vrai que là, je suis de plus en plus déçu, voire très déçu. Et on se rend compte que maintenant, la gauche est défendue par des gens qui sont de plus en plus radicaux, donc ça fait mal un peu. La droite, d'abord, il faudrait savoir qui on parle quand on parle de gauche. Le PS aujourd'hui n'est pas de gauche, voilà. Il y a des personnes de gauche qui sont effectivement engagées contre le racisme, mais aujourd'hui, l'alternance UMP-PS, il faut arrêter. Je suis là pour dire non aux violences policières. Et c'est pour ça qu'on fait des manifestations comme ça, pour pouvoir s'unir en harmonie et pouvoir ouvrir les yeux ensemble. C'est dommage que ça n'ait pas... Des fois que ça n'ait pas une résonance encore plus forte. Par exemple, ils sont où les médias là? Il est où TF1, France 2, Canal+, ceux qui doivent faire normalement leur boulot? C'est des marionnettes, des esclaves qui travaillent pour les 1% les plus riches. Ah ouais, on n'est pas tout seul, hein. Regardez, hein. Nous, on n'arrêtera pas de toute façon. D'accord, t'es pas prêt à baisser les bras, toi? Ah non. Je pense à mes frères, moi. Mon frère, il est décédé avec la police. Et Abdoulaye... Violence policière? Violence policière, ouais. Qu'ils essayent de cacher. Mais nous, on est là pour les représenter. C'était des petits jeunes de 26 ans, ils étaient gentils. Ils les ont coursés sur Abdoulaye, ils ont tiré 10 balles dans le corps. Mais des balles, de vraies balles? Des vraies balles, là, il n'y a pas longtemps. L'année dernière, en décembre. Avec ou sans foulard, maman, toutes égales. Ça fait combien de temps que vous militez, vous, contre le racisme et la xénophobie? Au moins 70 ans, puisque j'en ai 80 et quelques. Ils ont trop parlé sur nous, mais ils font toujours sans nous. Et ils font toujours pour nous. Il est là le problème. Ils nous demandent jamais rien. Mais ils pensent qu'ils font les bonnes choses pour nous. Non, déjà, il faudrait remettre de la démocratie dans cette France, pays des droits de l'homme, qui est soi-disant le pays des Lumières. Et j'aimerais bien savoir quel est le connard qui a coupé le courant. Tous, noirs, arabes, arabes et musulmans. Nous sommes tous noirs, arabes, arabes et musulmans. On m'a agressé, Richard. Justement, je voudrais que tu m'en parles un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les organisateurs m'ont reproché d'avoir écrit toutes les vicomtes, que soi-disant il y a des groupes de blancs pour les suprématies blanches aux USA qui diraient ça. Et après, ils m'ont reproché une des filles d'organisateurs qu'on voit partout, même chez les buralistes, tout ça. Ils m'ont voulu déchirer ma pancarte, la casser. J'ai jamais été agressé comme ça parce que les gens m'aiment bien. Les gens me remercient même souvent d'être dans les manifestations pour le social, l'environnement et la paix, même à l'étranger. Moi, c'est ça que j'aime bien faire, c'est montrer que toutes les luttes se rejoignent. Pour le social, l'environnement, la paix, le respect des humains, des animaux, la dignité, tout se rejoint pour moi. Tout est lié, toutes les luttes sont liées. J'ai un ami là, qui a une affiche pour Idle No More, ben, je suis solidaire, je suis aussi solidaire de ça. Moi je dis je soutiens JB. Effectivement, ce slogan aux États-Unis est connecté racialement par rapport au Ku Klux Klan. Mais je pense que quand une personne de l'autre côté de la pancarte appelle à manifester pour la dignité contre le racisme, je crois qu'il faut faire preuve d'un petit peu d'esprit critique et surtout éviter la violence, ces agressions inutiles qui sont fascistes. Toute violence est fasciste. À partir du moment où on rejette et on exclut les gens parce qu'ils pensent différemment, eh bien on est mal barré et on ne va pas vers un monde apaisé.